Dans cette vidéo, je voudrais répondre à deux questions. C'est pourquoi être sec et comment devenir sec. En fait, je vais répondre à cette question. Là, tu vois que j'ai pris mes notes, j'ai mon petit carnet où j'ai vraiment listé toutes les étapes concrètement. En fait, donc le pourquoi être sec, je vais te donner un petit peu des arguments. Et en fait, avoir un pourquoi solide, c'est extrêmement important parce qu'en fait, si tu veux atteindre un certain objectif sans vraiment savoir pourquoi au fond de toi, ça va être très compliqué de l'atteindre. Si tu n'as pas en plus les plus-values d'atteindre cet objectif-là, pareil, ça va être très compliqué. Donc là, je vais te lister voilà, quelques arguments de pourquoi être sec et tu comprendras un petit peu plus. Et ça va peut-être renforcer en fait surtout ton pourquoi, c'est vraiment l'objectif. Puis enfin, on verra vraiment comment concrètement être sec et puis réussir tout simplement son déficit calorique, ça sèche. Donc on est parti, tout d'abord, j'avais noté l'adhésion. L'adhésion, c'est le fait d'adhérer à quelque chose. Adhérer à quelque chose, c'est en gros aimer le processus, c'est pouvoir continuer de le faire, limite j'ai envie de dire toute sa vie. Ça serait l'idéal, en gros. Pourquoi j'ai noté ça? Tout simplement parce que j'ai remarqué en musculation, finalement, quand on devient relativement gras, on commence à moins apprécier ce que l'on fait. Tout simplement, ça c'est dû au fait que plus on a de tissu adipeux, plus on a de masse grasse, ça vient recouvrir notre masse musculaire. Et donc on voit moins ce qui se passe concrètement, on voit moins nos veines par exemple, on va moins avoir d'effet de la congestion suite à un entraînement, et c'est moins satisfaisant globalement, on va avoir moins d'abdos, et au final, à la base des bases, on avait commencé ce sport pour se plaire physiquement, avoir voilà, un esthétisme assez présent, et au final, on se retrouve à avoir un physique qui nous plaît plus tellement. Donc ça peut être une explication de pourquoi est-ce que tu devrais sécher. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir continuer la musculation, de pouvoir continuer de bien manger, de prendre soin de soi, en fait continuellement, de savoir pourquoi on le fait et d'avoir sa réponse chaque jour devant le miroir. Parce qu'en fait, si tu te vois dans le miroir en étant satisfait de ton physique, de ce que à quoi tu ressembles, et ben en fait, tu auras envie de continuer parce que tu es satisfait du processus en lui-même, vu que tu as le résultat devant tes yeux. Et ça, c'est tout bonnement incroyable. Ensuite, ça va être l'aspect santé. Évidemment, on en parle peut-être un petit peu moins, mais finalement, quand tu es moins lourd, forcément, ton cardio, il est content, clairement. Tu vas avoir beaucoup moins de BPM, ta tension, pareil, elle est probablement meilleure quand tu es plus léger, relativement. Et on voit quand même qu'il y a pas mal de marqueurs qui nous disent que en dessous des 20% de masse grasse, donc de body fat, on va dire, on est clairement en meilleure santé qu'au-dessus. Ça semble assez logique. Mais voilà, l'idéal, la tranche idéale, il me semble que d'après toutes les données, c'était entre 10 et 20% de masse grasse. En dessous de 10, ça commence à être probablement trop bas. Après, ça va dépendre des gens. Et le problème de la masse grasse, c'est que chacun est différent. Chacun stocke à des endroits différents. Donc, mon 10% n'est pas le même qu'un 10% de quelqu'un d'autre. Moi, je stocke particulièrement dans le bas du dos. Et malheureusement, je ne pourrais pas forcément avoir quasiment 0 gras apparent, en tout cas, dans cette zone à 10%. Ensuite, on a se sentir mieux au quotidien. Tout simplement, quand on est plus léger, on a également potentiellement moins de difficultés, je sais pas, dans les escaliers. Bon, ça rejoint un petit peu la partie cardio, mais globalement, on se sent beaucoup plus confiant en étant plus sec, puisque voilà, on incarne quelque chose de plus esthétique, on se sent mieux au quotidien, on a voilà un visage un peu plus dessiné, donc ça je l'avais noté également, c'est un visage plus joli, plus marqué. Voilà, certains cherchent un petit peu le visage bien taillé avec une belle mâchoire, etc. Ça peut venir aussi avec un body fat plus bas, avec des joues moins présentes, donc un cou un peu plus tracé, un peu plus dessiné au niveau de la mâchoire, ça peut venir d'un body fat plus bas. Ensuite, j'avais la confiance en soi, donc ça c'est encore également lié dans l'idée à un petit peu tout ce que je viens de dire. Si on est plus élégant, si on se sent mieux dans notre quotidien, si on a une meilleure qualité de vie globalement, on va se sentir mieux et beaucoup plus confiant. Et je crois que ça a été prouvé, je ne sais plus d'où j'avais vu ça, mais c'était une étude au niveau des entretiens d'embauche. Globalement, une personne qui était plus fit, plus bas en masse grasse, avait plus de chances d'être embauché car ça incarnait quelqu'un qui prend soin de soi, qui a une certaine prestance et sait ce qu'il veut. Enfin voilà, de toute façon ça paraît un petit peu logique, mais quand on est plus bas en masse grasse, forcément ça implique certaines choses, certaines actions quotidiennes à prendre, et donc potentiellement une certaine discipline au vu de l'employeur. Et puis enfin les abdos visibles, là c'est un petit peu c'est un peu lié à tout ce que je viens de dire depuis le début. Maintenant, comment être sec concrètement? La définition même pour être sec, c'est de sécher, bien sûr, donc de perdre en masse grasse. Comment on fait ça? C'est le déficit calorique, point barre. Je veux absolument rien entendre. Il n'y a rien d'autre que le déficit qui peut te faire perdre du poids. Point. Tout ce qui est indice glycémique, tout ça, on n'en a rien à faire. Comment l'appliquer concrètement? Donc c'est la première étape en soi. Tu vas calculer ta maintenance. Tu vas calculer sur un site internet, on va te demander ton gabarit, donc poids, taille, âge, sexe, et également ta dépense énergétique journalière. Donc là, ça va être assez compliqué de l'estimer, mais globalement, si tu as un taf relativement sédentaire, je t'invite à mettre
sédentaire, vraiment, clairement. Donc normalement c'est un facteur 1,2, 1,3, je sais plus. Bref, l'idée c'est de vraiment pas tricher et de pas se surestimer, surévaluer au niveau de la dépense, car très souvent on dépense moins que ce que l'on pense. Une fois que tu as ce total calorique là, donc je sais pas, admettons 2400 peut-être, si tu es un homme, ce qui est tout à fait possible, tu vas créer un plan. Un plan, bon bah en gros c'est une structure alimentaire. T'es pas obligé d'avoir un plan extrêmement strict, mais globalement tu dois respecter un total calorique. Ça va être ton plan. Ce que je vais appeler le plan, c'est voilà, ton total calorique, un nombre de pas potentiellement, si tu veux booster un petit peu ta dépense, un ajout de cardio potentiellement. Bref, ça va être tous les paramètres que tu t'es fixé pour être en déficit, qui définit ton déficit calorique. Maintenant, on va partir du principe que ton plan, il fonctionne. Si à ce moment-là, tu ne perds pas de poids, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Déjà, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu traques vraiment ton poids de corps? Et comment tu le fais? Beaucoup de personnes me disent je stagne en poids de corps, mais en fait, elles me disent qu'elles se pèsent une fois par semaine, une fois toutes les 2, 3 semaines. Ça ne suffit clairement pas. Pour avoir une bonne donnée de poids de corps, je t'invite à aller regarder une vidéo que je pourrais t'envoyer si tu veux en message privé sur Instagram, qui est à destination de mes clients à la base, où j'explique concrètement pourquoi se peser régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est au moins 3 fois par semaine, pour avoir une donnée vraiment fiable et mesurable, et analysable surtout. Parce qu'une pesée toute seule ne veut strictement rien dire. Ça peut être dû à de la rétention d'eau, ça peut être dû à un transit ralenti, plein de choses. Il y a plein de paramètres qui impactent le poids de corps, donc voilà, traque bien ton poids de corps régulièrement, tu le notes quelque part, et tu fais la moyenne chaque semaine. C'est le meilleur moyen d'analyser son poids de corps. Ensuite, tu vas avoir le respect du plan. Ok, tu t'es fixé un plan, mais est-ce que tu le respectes vraiment finalement? Parce que si tu le respectes vraiment, si on part du principe qu'il fonctionne, bah, en fin de compte, tu devrais perdre du poids, tout simplement. Donc, est-ce que tu respectes bien ton nombre de pas, ton nombre de calories? Est-ce que tu fais bien le cardio que tu t'étais fixé? Tout ça. Regarde bien si tu le respectes vraiment. Sur le tracking de calories, c'est pareil. Le tracking, c'est un outil exceptionnel, mais très souvent, la plupart des gens traquent mal leurs calories. Ce qui fait que, bah, derrière, les calories sont certainement plus hauts que ce que tu penses. Si tu veux recevoir un résumé de cette vidéo avec concrètement, ligne par ligne, tous les arguments que je viens de te dire, toutes les questions que tu dois te poser quand tu ne perds pas de poids, bah, n'hésite pas à commenter cette vidéo ou à m'envoyer un message sur Instagram pour recevoir le guide. Et également les repas libres. Là, les repas libres, c'est vraiment une chose sur laquelle j'appuie énormément dans mon accompagnement. Tous mes clients peuvent en témoigner. À chaque fois qu'ils font un repas libre, je leur demande en fait de m'envoyer une photo ou de me dire un peu ce qu'ils ont fait, etc. pour réguler derrière. Le principe, c'est de pouvoir, même en déficit, manger à l'extérieur, 1, 2, voire même 3 fois par semaine, sans problème, pouvoir réguler derrière, et donc d'incorporer ces repas libres, que ce soit une pizza, peu importe, hein, réellement, dans ce déficit calorique. Donc au final, on perd du poids, on se fait plaisir, on perd pas les moments sociaux avec ses potes, ses collègues, on ne s'isole pas, et ça c'est extrêmement important selon moi, c'est de pouvoir profiter du moins de ses proches, continuer de se faire plaisir, tout en étant en déficit calorique et atteindre ses objectifs. Maintenant, est-ce que tu fais des hors-plans réguliers, donc des repas libres très réguliers? Est-ce que tu craques souvent quand tu es chez toi, t'achètes des gâteaux? Bref, petite compulsion que tu pourrais avoir. Dans ces cas-là, plusieurs choses à revoir. Dans l'idée, il y aurait la gestion de ta faim et de tes envies. Très souvent, on me dit, je parle à mes clients là, on me dit ouais, j'ai envie de craquer cette semaine, là, j'ai envie de manger à l'extérieur, etc. Même si à chaque fois je leur dis bien que le mot craquage n'est pas un bon terme, mais dans l'idée, il y a souvent, ça revient assez souvent. Samedi, vendredi, j'ai prévu de faire ça parce que j'en ai vraiment envie, etc. Et c'est là la différence. Est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu en as besoin? Ce sont deux choses différentes. Le besoin, c'est vraiment une question de si je le fais pas, je vais pas me sentir bien derrière. Une envie, c'est juste une pulsion sur le moment qui vient, qui peut être comblée via un truc tout bête. Typiquement, une recette qui te fait vraiment plaisir, pourquoi pas. Un tout petit truc extérieur, donc ça pourrait être, je sais pas, plutôt que de vouloir s'envoyer une énorme pizza, bah si tu t'envoies juste un petit sandwich de boulangerie tout tranquille, ça peut faire le taf. Bon, même si on est d'accord, c'est pas trop le même délire, mais voilà, t'as compris l'idée, tu peux faire un petit repas libre plutôt qu'un énorme repas libre où tu t'envoies vraiment un truc de fou. Donc ça, c'est la différence entre les envies et les besoins. Quand tu en as vraiment besoin, là, tu peux le planifier. Tu essaies de planifier en avance, ok. Donc là, vendredi soir, tu as prévu ta pizza. Donc le vendredi, tu essaies de réguler sur le midi, tu manges moins. Potentiellement le lendemain aussi un petit peu moins, etc. Ensuite, tu peux optimiser le volume alimentaire et l'appréciation de ta diète. Ça peut venir aussi de... Enfin, si tu fais beaucoup de repas extérieurs, que tu en as besoin, enfin que tu en as envie, ça peut être dû simplement à une mauvaise optimisation de ta diète. Est-ce que ton volume alimentaire est optimisé? C'est-à-dire que si tu es à 2000 calories et que tu manges encore du riz, bah probablement que non. Remplace ça par des pommes de terre, par exemple. Pommes de terre beaucoup plus rassasiantes que du riz.
pour le même nombre de calories. C'est ça l'objectif. Bombarde les fruits et légumes, enfin surtout les légumes parce que c'est très très peu calorique, les fruits un petit peu plus en général, mais voilà, globalement tu as compris l'idée, faut optimiser ton volume alimentaire, donc avoir beaucoup de volume dans l'assiette, que ça te cale bien, mais peu de calories au final. Donc il y a pas mal d'aliments à essayer d'utiliser. Typiquement au niveau des protéines, bah voilà, si tu mangeais de la whey habituellement, bah essaye de l'éviter, mange plutôt du fromage blanc, du skyr, pourquoi pas. Tout ce qui va être féculent, donc je t'ai déjà dit, tout ce qui est pâtes, riz, vaut mieux le remplacer par des pommes de terre très certainement. Et puis surtout bombarder les légumes, hein, ça c'est vraiment la base. C'est énormément de fibres, beaucoup d'eau. Donc au final, c'est vraiment une plus-value énorme. Et l'appréciation de ta diète, bah ça justement, c'est le fait d'incorporer des choses que tu aimes malgré que tu sois en restriction. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas dire que tu peux perdre du poids sans restriction. En théorie, c'est un petit peu faux, puisque tu es obligé d'être en déficit. Et la nature du déficit fait qu'à un moment donné, tu auras un petit peu faim, c'est normal. Et il faut juste prendre sur soi. Mais pour éviter de trop prendre sur soi, il faut avoir des recettes qui te plaisent. Typiquement, moi, lors de ma sèche de 2024, j'avais trouvé une recette de tiramisu qui me faisait vraiment kiffer, qui faisait 200 calories. Ça me prenait voilà, un petit peu de place dans mon total de la journée, mais au final, ça me faisait vraiment plaisir. Et du coup, j'avais pas forcément cette envie d'absolument aller manger un truc de fou après, genre un McDo, un McFlurry, j'en sais rien. Mais c'est ça l'idée quoi. Également un point qui est ultra sous-coté selon moi en période de déficit, c'est l'occupation. Sois occupé au maximum. Ça dépend des gens encore une fois, là je vais prendre mon exemple une fois de plus, mais sur une journée où je suis très occupé, je suis vraiment en période de rush, je travaille énormément, je suis focus, ben en fin de compte, même si j'ai faim, je vais limite oublier ma faim et je vais continuer de travailler et je vais vraiment bombarder sur mon travail, sans vraiment prêter attention à cette faim qui est présente au final, mais au final ça peut limite me faire sauter des repas. Donc typiquement un jeûne intermittent ça peut être une excellente idée, si le matin t'as pas spécialement faim en te réveillant, et que tu es très très occupé le matin, le jeûne intermittent c'est une stratégie exceptionnelle dans ce cas-là. Car ça peut t'aider à être en déficit vu que ta fenêtre où tu vas manger est beaucoup plus réduite. Tu vas manger ton premier repas peut-être le midi, un deuxième en après-midi et un troisième le soir. Donc ça fait que 3 repas sur toute une journée, ce qui est relativement peu, et c'est extrêmement utile de faire ça dans ce genre de cas. Et c'est seulement après tout ça que là tu pourrais potentiellement avoir une stratégie pour relancer ta perte de poids. Si vraiment tu coches toutes les cases depuis tout à l'heure, tout ce que je viens de te dire, toutes les questions que je t'ai posées, alors à ce moment-là, il est possible d'avoir une stratégie à mettre en place. Donc ça peut être un refeed, un diet break, ce genre de choses qui te permettent justement de relancer ta perte de poids. Car très certainement à ce moment-là, c'est juste que tu es trop épuisé, tu dépenses moins de calories sans te rendre compte. C'est-à-dire que même si tu respectes ton plan, donc tes calories, ton nombre de pas, tu étais en déficit à ce moment-là, il y a un moment donné où, bah forcément, vu que tu es en déficit depuis un certain temps, tu dépenses moins de calories sans te rendre compte vu que la fatigue s'accumule. Et donc, à ce moment-là, ça peut être intelligent de rehausser les calories jusqu'à ta maintenance théorique que tu avais avant. Tu seras probablement en maintenance, voire très très léger surplus, mais au pire, c'est pas très grave, hein, c'est qu'une semaine, où tu peux faire ça sur 3-4 jours, hein, pas plus. Et l'idée, du coup, c'est de recharger les batteries pour que derrière, paf, tu puisses redépenser un max de calories naturellement, tout simplement. Car il faut bien que tu te dises que ton nombre de pas, c'est une très bonne chose à traquer, mais il y a une chose qui est théoriquement intraquable, c'est ta dépense involontaire. Ta dépense involontaire, c'est tous les micro-gestes que tu fais. Donc là, quand je suis en train de parler, mes cordes vocales vibrent, ça dépense de l'énergie. Là, je tiens le micro, je bouge mes doigts, je fais des trucs et tout. Tout ça, ça dépense des calories. Mais je peux pas le traquer concrètement, même si j'ai une montre, une bague, peu importe, je peux pas le traquer. Et ça vient par le fait d'avoir de l'énergie. Là, actuellement, je suis en surplus calorique, donc j'ai en théorie beaucoup d'énergie. Donc je suis chaud patate, je peux bouger dans tous les sens. Si j'étais en déficit depuis 10 semaines, je serais pas aussi dynamique, clairement. Et du coup, je brûlerais moins de calories, mais sans m'en rendre compte. Pareil quand je marche. Quand je marche aujourd'hui, je marche relativement vite, j'ai une allure soutenue, je lève mes pieds d'une certaine hauteur, hein, je peux pas la calculer pareil. Mais si on est en déficit depuis très longtemps, il se peut que nos pas soient vraiment en mode économie d'énergie totale, donc on marche plus lentement, on lève les pieds beaucoup plus bas, ce qui peut arriver vraiment dans des périodes de déficit extrême très longues. Mais voilà, c'est ça l'idée. Donc justement, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est d'implémenter des stratégies pour relancer le poids. En espérant que cette vidéo t'aura aidé au maximum, merci de m'avoir écouté et on se dit à très vite. Allez, ciao ciao.